Oui, donc je suis le docteur Minello, je suis médecin anesthésiste dans un centre anticancéreux, c'est l'équivalent de ce qui se passe à Angers, à Dijon. Je suis anesthésiste aussi et je m'occupe aussi d'une consultation douleur créée il y a maintenant 30 ans. Ça ne rajeunit pas. Alors, vous allez voir qu'en fait, je parle de douleurs séquelaires, ce qui fait que c'est des patients en rémission ou guéris. Et en fait, mon propos, il faut que je trouve la... On retrouve certaines diapositives de Denis, c'est assez curieux. Voilà, on part de... Voilà, le cancer, c'est quoi? C'est 360 000 nouveaux cancers par an, c'est 150 000 décès. Et puis, c'est ces deux schémas qui montrent que certes, l'incidence continue à augmenter, même si c'est plus dû maintenant aux femmes qu'aux hommes. Hein, vous avez pris les mêmes vis que nous. Mais vous voyez que la courbe de mortalité, eh bien, on s'améliore. Alors on va dire, est-ce qu'on s'est amélioré dans la douleur? On retrouve les diapositives de Denis. Voilà, 15 ans d'évolution et en fait, eh bien, on n'a pas beaucoup évolué. Alors pourquoi on n'a pas beaucoup évolué? Pourquoi est-ce que nous, algologues, on est moins bons que nos collègues oncologues? Eh bien, c'est pour les mêmes raisons que ce que nous a dit Denis, c'est que la douleur reste sous-traitée malgré les différentes recommandations. Et ça, tout au long de la journée, on l'a vu pour les douleurs dues à des gestes invasifs, eh bien, finalement, on n'est pas bon, on a tout ce qu'il faut pour, on a les recommandations et pourtant on ne le fait pas. La douleur réfractaire, c'est ce dont il vous a parlé avant, et c'est cette avancée que l'on a dans le traitement des cancers qui permet d'avoir une survie supérieure à celle qui était auparavant, et donc à rencontrer ces douleurs réfractaires qu'on ne connaissait pas. Et puis, ce dont je vais vous parler, c'est les douleurs séquelaires. Effectivement, on guérit de plus en plus, ou tout du moins, on met de plus en plus longtemps des patients en rémission. Et ceci peut en partie expliquer ce taux d'incidence de la douleur qui stagne et ne bouge pas. Alors, douleur séquelaire, c'est quoi? J'ai regardé dans tous les documents que j'ai pu trouver, je n'ai pas véritablement trouvé de définition consensuelle. Alors, c'est une douleur chronique, persistante, induite par les traitements du cancer chez quelqu'un en rémission ou guéri. En gros, c'est ça, mais voilà. Alors, quand on parle de douleur chronique, dans la population générale, vous savez aussi bien que moi qu'il y a grand nombre de douleurs chroniques. Il va donc falloir différencier un petit peu ces douleurs chroniques dues au cancer ou à ces traitements des autres douleurs. Et parfois, c'est pas très simple. Patients qui, à un moment donné, ont été dénutris, qui se trouvent lombalgiques ou autres. Est-ce que c'est dû à la pathologie, au traitement, ou est-ce que c'est dû simplement à l'évolution naturelle du fait de leur âge? On ne sait pas bien. Ce qu'on sait, par contre, c'est que tous les traitements oncologiques sont pourvoyeurs de douleurs séquelaires chroniques et que ça a des conséquences dramatiques parce que c'est des patients guéris, mais qui ont une altération de la qualité de vie, donc qui ont une vie foutue, et en gros, qui en plus, c'est un obstacle à la réinsertion sociale. Et là, on ne parle même pas de retour au travail. Ce qui est quand même, par rapport à ce qu'on nous racontait tout à l'heure aux États-Unis, c'est assez critique. Alors, ce n'est pas quelque chose d'anecdotique, puisqu'en fonction des études, on voit que ça va de 20 à 50%, avec une moyenne à 30% de prévalence. Ce ne sont pas des légères douleurs, c'est des douleurs qui sont considérées comme modérées à fortes dans 17 à 27% des cas. C'est des douleurs, certes, qui sont explicables. Je dis ça, c'est explicable parce que lorsque ces patients rencontrent leurs oncologues, on leur dit « oui, mais c'est normal ». C'est un peu comme ce que nous témoignait notre confrère qui était passé de l'autre côté de la barrière. C'est normal, c'est classique. Oui, ok, on peut l'expliquer, mais ce n'est pas pour autant que c'est normal et ce n'est pas pour autant qu'il faut qu'on les regarde simplement. Souvent, on y reviendra, les patients considèrent que déjà, ils ont de la chance d'être guéris ou en rémission. Alors bon, vous n'allez pas en plus demander à ne pas avoir de séquelles douloureuses. Ce n'est pas non plus synonyme de faute dans la prise en charge oncologique, ni de complication de celle-ci. Ça aussi, ça peut mettre un peu en porte-à-faux le patient vis-à-vis de son chirurgien, par exemple. Il n'y a pas eu de faute de la part du chirurgien, il a très bien opéré, il a fait ce qu'il fallait, et pour autant, la patiente va présenter des douleurs séquelaires post-chirurgicales. Ça nécessite donc un diagnostic et une prise en charge précoce. Donc simplement, il faut interroger les patients. Et souvent, lorsqu'on nous dit, on y reviendra, dans la chirurgie mammaire, par exemple, en oncologie, il y a quelques années de ça, quand je parlais de ça à mes chirurgiens, ils me disaient « mais ça n'existe pas ».
hein, jusqu'au jour où un chef de clinique de chirurgie a reconvoqué tous les patientes à 3 mois et s'est aperçu que 50% de celles-ci présentaient des douleurs séquelaires. Souvent négligées, et le souvent est peut-être léger, oublié, banalisé, et laissé la plupart du temps aux seuls médecins généralistes qui sont bien ennuyés avec ces douleurs séquelaires, ayant eu, et vous savez, des fois les limites qu'il y a dans la communication ville-hôpital, et qui ne savent pas très bien, et qui de temps en temps se lancent dans des examens complémentaires qui n'ont pas forcément lieu d'être, mais les pauvres, ils sont un peu abandonnés. Et si on regarde dans une étude récente, on s'aperçoit que ces patients présentant des douleurs séquelaires d'un traitement oncologique, eh bien 8% seulement ont pu avoir accès à une structure d'évaluation et de traitement de la douleur. Alors du côté du patient, c'est une catastrophe parce que certes, il est guéri, mais il se sent totalement abandonné. Il finit par considérer, alors qu'on lui a expliqué que non, mais que la douleur était normale. Il ne demande plus rien, il ne demande même plus de consultation, même plus de traitement, à tel point qu'une étude danoise en 2009 sur la patiente opérée d'une chirurgie mammaire, 45% dans cette étude présentaient des douleurs et seuls 9% de ces 45% ont été consultés. Ont demandé une consultation médicale pour cette problématique. De plus, lorsque l'on est un peu dans le flou artistique de cette douleur séquelaire, eh bien, ça fait revivre ou révéler à la patiente que finalement, ça lui rappelle son cancer, ça lui évoque un sentiment de reprise ou de récidive, bien évidemment ses sources d'angoisse, et bien évidemment l'angoisse va renchérir le phénomène douloureux. Alors il ne faut pas réassurer à tort les patients sur ces douleurs séquelaires qui ne représentent pas une récidive. Il n'empêche que lorsque cette douleur séquelaire se modifie, il faut avoir un petit drapeau rouge et se dire attention, là il y a des nécessités à refaire des examens complémentaires. Douleurs séquelaires sont, du point de vue physiopathologique, essentiellement neuropathiques, excepté les douleurs rhumatologiques qui sont dues aux antiaromatases. Encore faudrait-il que l'on considère véritablement ces douleurs rhumatologiques dues aux antiaromatases comme des douleurs séquelaires. En effet, elles existent pendant la prise médicamenteuse et vont s'arrêter au moment où le patient ne prendra plus ce traitement. Donc on peut considérer que c'est simplement un effet indésirable pendant la prescription et que par conséquent on ne peut pas véritablement qualifier ça de douleur séquelaire. Cependant, comme toute douleur neuropathique, vous savez que c'est certainement les douleurs les plus complexes, les plus compliquées à prendre en charge, eh bien ça va nécessiter une prise en charge adaptée et un suivi régulier qui va être pluridisciplinaire comme bon nombre de ces douleurs chroniques. Alors, devant quels symptômes on doit évoquer une douleur neuropathique? Eh bien, devant toute douleur chronique qui est soit spontanée, avec des notions de continuité, avec des sensations de brûlure, de froid douloureux, ou au contraire profond, à type d'étau, de compression, ou paroxystique, et le patient décrira des décharges électriques, des coups de couteau. Ou elles peuvent être provoquées, et à ce compte-là, on parlera d'allodynie ou d'hyperalgésie, qui peuvent être mécaniques, dynamiques ou thermiques, et l'ensemble de ces symptômes sera associé très fréquemment à des paresthésies ou des diesthésies. En gros, c'est dans un même territoire, vous avez et de la douleur et des troubles sensitifs. Aide au diagnostic, le DN4. Je suis sûr que si je vous interroge, tout le monde connaît le DN4. Combien l'utilise? Un pourcentage beaucoup moindre. Donc c'est quelque chose pourtant qui est simple, qui est rapide. On ne peut pas dire, il y a 4 questions, enfin 10 en tout, 10 items. Si vous êtes supérieur à 4 ou égal, vous pouvez considérer qu'il y a une forte proportion à ce que ça soit une douleur neuropathique. Donc d'une pipe dans un chien, utilisons cette aide au diagnostic qui nous permettra, ou simplement susurrez-le à vos oncologues, radiothérapeutes ou chimiothérapeutes, pour que de temps en temps ils l'utilisent et puis qu'ils nous envoient assez rapidement ces patients. Le diagnostic, il est strictement clinique. Il ne faut rien attendre des examens complémentaires pour en faire le diagnostic et pour mettre un traitement en place. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il ne faudra faire aucun examen complémentaire.
dans le but d'une recherche qui doit être une enquête lésionnelle ou étiologique. Mais il ne faut pas retarder le traitement sous prétexte qu'il faudrait une confirmation par des examens complémentaires. Alors, qu'en est-il des différentes thérapeutiques oncologiques pourvoyeuses de douleurs séquelaires? La première, et les plus fréquentes, c'est douleurs post-chirurgicales, avec principalement la chirurgie du sein, je vous en ai déjà parlé, la chirurgie thoracique et les amputations. Il faut savoir qu'il n'y a pas de corrélation entre l'intensité de la douleur chronique post-opératoire et la lourdeur du geste chirurgical. Vous pouvez très bien avoir des patients qui vont avoir une chirurgie viscérale avec une laparotomie très importante et qui n'auront pas de douleur chronique post-opératoire, et une jeune femme opérée d'un cancer du sein avec technique du ganglion sentinelle qui va avoir des douleurs neuropathiques importantes au niveau du creux axillaire. Les causes sont multifactorielles, mais il y a un risque accru si la douleur post-opératoire est mal prise en charge. Ça, c'est aussi quelque chose que nous, anesthésistes, on doit prendre en considération, et donc bien prendre en charge si même il y a d'autres facteurs, le stress post-opératoire, la prise d'opioïdes forts préopératoire, mais la gestion correcte de la douleur post-opératoire immédiate est un facteur très important. En ce qui concerne les douleurs post-chimiothérapie, elles sont également assez fréquentes, moins fréquentes que les douleurs post-chirurgicales. Les principales chimiothérapies pourvoyeuses sont les 20K alcaloïdes, les sels de platine, le taxane, le bortezomib, la thalidomide et l'iribiline. Vous allez vous trouver confronté à un tableau de polyneuropathie sensitive périphérique qui atteignent les 4 membres de façon symétrique. Et c'est le fameux tableau de douleur, paume des mains, plante des pieds chez ces patients, avec des troubles sensitifs majeurs, avec en plus de la douleur, le handicap. Et ça, c'est quelque chose qui sera... Imaginez que si jamais j'avais ce type de douleur, eh bien, je ne pourrais pas tenir le micro si je ne le regardais pas. C'est-à-dire que je n'ai pas de sensation. Vous avez des patients qui sont incapables de tenir un verre si jamais ils ne regardent pas le verre. Donc imaginez que lorsque vous allez prendre en charge ce type de patient, vous mettez en place un traitement et vous les revoyez, vous direz « mais ça ne marche pas ». En fait, ça ne marche pas, c'est pas qu'il a pas moins mal, c'est qu'il ne peut pas mieux se servir de sa main. Donc il faudra bien distinguer douleur et handicap, et ça, c'est pas toujours très simple. Il n'existe aucun traitement préventif. Plusieurs traitements ont été testés, mais jusqu'à preuve du contraire, il n'y en a aucun qui permet d'être préventif vis-à-vis de ces douleurs post-chimio. Donc seule une détection précoce avec un arrêt, si c'est possible, et là vous allez avoir un conflit avec les oncologues, où la question, vous êtes à 4 cures, madame, vous avez des douleurs neuropathiques, si on va jusqu'à 6, voilà, ça serait mieux. Et le patient qui répond, mais est-ce que je guéris mieux avec 6 qu'avec 4 ? En général, on lui dit oui, et il va jusqu'au bout. Et lorsque nous, on les voit en consultation quelques mois, quelques années plus tard, et ils se disent que finalement, ils n'auraient peut-être pas dû aller jusqu'à 6. Ça, c'est aussi des questions éthiques, mais il faudra qu'on rediscute. Les douleurs post-radiothérapie, d'incidence mal connue parce que d'apparition beaucoup plus tardive que les autres. Vous pouvez avoir des patients qui vont avoir ce type de douleur 5, 10, 15, 20 ans plus tard, à un moment où ils sont plus suivis par les équipes oncologiques, et par conséquent, le diagnostic est beaucoup plus difficile. C'est multifactoriel, et en général, c'est consécutif aux différentes prises en charge. Si on reprend l'exemple de la pathologie mammaire, la patiente peut très bien avoir la chirurgie, puis la chimiothérapie, puis la radiothérapie. Donc voilà, ils arrivent toujours, ils sont rarement les radiothérapeutes seuls dans l'affaire. Et contrairement aux deux autres, on a souvent des douleurs mixtes, c'est-à-dire des douleurs certes neuropathiques, mais également par axénoception. Si les rayons sont toxiques pour les nerfs, ils vont être aussi toxiques pour les tissus sains avoisinants. Et par conséquent, vous avez souvent des douleurs mixtes et qui vont donc nécessiter des traitements adaptés. Pas de moyen de prévention si ce n'est les progrès techniques de la radiothérapie. La radiothérapie progresse de plus en plus, nous permet maintenant de faire des traitements assez pointus. Souhaitons qu'ils puissent nous aider encore. Modalité de prise en charge de ces douleurs séquelaires. Il faudra d'abord informer le patient, peut-être le rassurer sur le fait que ce n'est pas une récidive. Explication simple et claire des mécanismes de la douleur.
c'est pas toujours facile à comprendre d'avoir un endroit de son corps où on ne sent pas, et pourtant cet endroit-là est douloureux. Il faut donc avoir quelques explications claires à donner aux patients, fixer les objectifs de traitement, et il faut savoir qu'on n'est pas bon, hein, lorsqu'on a 40 à 50% d'amélioration dans la douleur neuropathique, on est très content, hein, et vous avez vu tout à l'heure Alain Echalier nous présenter l'INMT et voir que eh bien, on est, même avec le Lyrica, que je vais vous présenter comme étant le traitement de première intention, la prégabaline par exemple, eh bien, vous avez vu que c'était 10 patients pour en avoir un chez qui ça marche. Donc, vous voyez qu'on a encore beaucoup de progrès à faire chez ce type de douleur. Et puis, la prise en charge, eh bien, il y a des recommandations. Elles existent, elles sont nombreuses, que ce soit celle de la CFED, de la CFETD, que ce soit l'AFSOS. Et pour autant, elles ne sont pas forcément toujours bien suivies. Elles comportent des traitements médicamenteux, sur lesquels on va revenir, des traitements non médicamenteux, tels que la neurostimulation transcutanée. Et puis, de temps en temps, on est obligé, soit du fait d'effets indésirables des traitements qui ont été conduits, soit du fait de leur inefficacité, eh bien, avoir des techniques plus invasives, telles que les techniques de neuromodulation ou de chirurgie ablative ou de blocs périnerveux. Stratégie thérapeutique, eh bien, actuellement, hein, même si ce qu'on vous a montré tout à l'heure peut faire penser qu'on va évoluer, eh bien, en première ligne, vous mettrez soit des antidépresseurs tricycliques, soit des antiépileptiques type GABA-panténoïdes. Les concepts d'antan qui disaient tout ce qui brûle, ça sera plutôt les tricycliques, et tout ce qui fait des décharges, ça sera les antiépileptiques. Tout ça, c'est à oublier. Les deux traitements agissent sur les deux composantes de la douleur neuropathique, et par conséquent, vous préconiserez l'un ou l'autre en fonction du patient, et un patient âgé, un homme prostatique ou ayant des troubles de la conduction cardiaque, eh bien, vous lui mettrez plutôt des antiépileptiques que les tricycliques qui risqueraient d'avoir des effets délétères. Deux cas particuliers. Le premier, c'est, on en a déjà parlé ce matin, c'est pour les douleurs neuropathiques très localisées. Et là, vous pourrez utiliser le Versatis, en sachant que la lidocaïne, les implantes de lidocaïne, les Versatis, qui pour l'instant n'a l'AMM, pour l'instant toujours, n'a que l'AMM que pour la douleur post-ostérienne. Alors moi, j'avoue que de temps en temps, je triche un peu, hein, et je dis que le patient, si, il a fait un zona. J'ai passé 2 heures à discuter avec le pharmacien-chef et le médecin-chef de la CRAM région Bourgogne-Franche-Comté, qui m'ont dit vous avez totalement raison, docteur, mais la loi, c'est la loi. Quelle différence y a-t-il entre une jeune femme qui a une douleur post-mammectomie métamérique en bande, hein, et celle qui a fait un zona dans le même territoire? Elles en ont convenu qu'il n'existait pas, mais elles sont restées sur leur position. Donc, très souvent, moi, j'ai des zonas qui peuvent apparaître, mais ce n'est pas bien. Et puis, le Qutenza, donc on vous en a parlé ce matin. Je ferai simplement 2 petits bémols. Je dirais un que sur le nombre de patchs que l'on pose, on en pose une 20aine par semaine. J'ai pas 100% de patients qui ont des douleurs. Hein, j'entendais ce matin des douleurs absolument intolérables en paire et post-application pendant 48 heures. Bon, faut relativiser, il faut pas que ça fasse peur à qui que ce soit, et c'est pas tout le temps comme ça. Hein. Il faut être très mesuré, et c'est pour ça que je serais bien aimé intervenir sur la réalité virtuelle ce matin, parce que comment on présente la réalité virtuelle dans le cadre de l'application du Qutenza, à quel moment on leur en parle, et comment on va justifier la réalité virtuelle. Si c'est pour leur dire qu'ils vont avoir mal, il y en a qui ont pas mal, et s'ils ont pas mal, eh ben c'est que ça marche pas. Hein, c'est comme si vous leur dites qu'il veut y avoir un érythème là où ça a été posé, il n'y a pas d'érythème. Ah bah docteur, vous voyez, je suis un mauvais cas, j'ai pas eu ce que vous m'avez dit, donc ça va pas marcher. Donc voilà, attention à tout ça. Deuxième cas particulier, c'est en cas de douleur mixte, comme dans le cas de, je vous ai dit, des douleurs post-radiothérapie. Et là, c'est le tramadol qui agit sur les 2 types de douleurs, par l'exénociception et les douleurs neuropathiques. Et donc, ça peut être une bonne indication de première intention de ce type de douleur. Si vous êtes en échec, eh bien, vous pourrez associer les 2 thérapeutiques, les 2 possibles antidépresseurs et antiépileptiques. On dit qu'on ne le fait pas en première intention uniquement pour éviter l'accumulation des effets indésirables, et ce n'est qu'en 3e position que vous pourrez être amené à prescrire des opioïdes forts.
Voilà, pour conclure, les points à retenir, c'est que les patients qui souffrent de douleurs alors qu'ils sont en rémission et qui ont donc des douleurs séquelaires, ce n'est pas anecdotique, ça peut aller jusqu'à 50% des patients, qu'il y a un large éventail de situations cliniques et qu'il faudra y penser. Et quand je vous ai dit que la radiothérapie, ça peut être 20 ans après, ça peut être très loin, ça reste malheureusement sous-diagnostiqué. Alors, pour quelles raisons, je ne sais pas. Est-ce que de temps en temps, il y a cette histoire de fautes ou de complications de la prise en charge oncologique, une remise en question des médecins, ou la peur qu'il soit remis en question, mais ce n'est pas le cas, et donc c'est dommage, parce que si c'est sous-diagnostiqué, c'est sous-traité, et que par conséquent, eh bien, on a des patients comme ça qui ont une qualité de vie qui est absolument détestable. Alors qu'on pourrait, avec une prise en charge précoce et multidisciplinaire, non pas les guérir, mais au moins les accompagner de façon tout à fait correcte. Je vous remercie.